Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Dans la plupart de nos villes, c'est déjà le déconfinement. On sort du confinement, de l'enfermement, et puis il y en a qui ont repris le travail. Puis on nous a permis cette fois-ci, comme chez nous ici, on a maintenant le droit de se rencontrer en groupe de 10 personnes. On peut se rencontrer. Il y a des rencontres maximum, je pense, de 50 personnes qui peuvent être faites. Donc, on gagne un peu de liberté chaque jour. On espère que ça va aller en s'améliorant et que j'essaie de fixer mon téléphone. J'arrive pas. Des fois, c'est compliqué. Coucou. Bonsoir, Olga. Des gros bisous à mes chéris. Fais des gros bisous à mes enfants. Bonsoir, Gaylor, Kevin. Coucou. En fait, chers amis, je voulais qu'on échange un peu ce soir. On va revenir sur le procès de 100 jours. J'ai voulu un peu qu'on revienne sur le procès de 100 jours, surtout pour les amis juristes, ceux qui s'intéressent au droit. On va revenir sur le procès, les différents moments forts. Pendant le procès, bon, nous avons invité de nous prononcer pour les raisons que vous pouvez imaginer, parce que le procès était en cours. Il a fallu laisser le procès suivre son cours. Et puis là, on a une décision. Puis là, on peut analyser la première décision. Et je l'appelle la première décision parce qu'il faut savoir que la décision, le jugement a été rendu par le tribunal de grande instance et les accusés, parce qu'ils étaient prévenus, maintenant ils sont accusés, puisqu'ils ont été condamnés. Les coupables, on va les appeler ainsi, les coupables sur base du double degré de juridiction, ils ont le droit constitutionnel de faire appel, de porter la décision en appel. J'ai entendu une personne dire que voilà, la décision est sans appel. D'entrée des jeux, je vais faire une précision. La décision n'est pas sans appel. Il faut savoir que le procès était retransmis par la RTNC. À la fin du procès, le jour du prononcé, donc le samedi, après que le juge ait terminé de prononcer la décision, le journaliste qui a repris l'antenne, il a fait un commentaire. Il a dit voilà, il a parlé en lingala, voilà, en français en lingala en fait. Il a dit voilà, vous l'avez suivi, c'est sans appel, ils ont été condamnés. C'est le journaliste qui a fait un commentaire. Quand il a dit c'est sans appel, ils ont été condamnés, en fait, il voulait dire qu'il n'y a pas de contestation. Nous l'avons tous suivi, nous avons tous vu, ils ont été condamnés. Mais cela n'impliquait pas que la condamnation qui leur a été infligée est une condamnation de dernier ressort. Non, le tribunal de grande instance n'a pas siégé en premier, en dernier ressort. Les accusés, les coupables ont le droit d'interjeter appel. Donc ça dépend des prévenus et leurs avocats s'ils veulent interjeter appel ou pas, mais ils ont ce droit-là, la Constitution leur reconnaît, puisque nous avons ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Chaque personne a le droit, après une condamnation, d'aller en appel pour que le juge d'appel revoie la décision du premier juge. Maintenant, il y a des points que j'avais élevés comme ça, et puis je voulais qu'on échange ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce procès de 100 jours? Bonsoir King Freeman. Bonsoir Maître Ben Capuya, all the way from the USA. Liliane Ali, gros bisous. Comment ça va chez toi? J'espère que ça va, que ça va bien. Il y a des points que j'ai relevés sur lesquels j'aimerais que nous puissions échanger des points de droit. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce procès de 100 jours, le procès de Cameroun? Personnellement, c'est un procès qui m'a laissé comme un goût d'une occasion manquée. Occasion manquée de faire quoi? Occasion manquée de pouvoir apprendre du droit. Occasion manquée de pouvoir développer notre droit. Occasion manquée de pouvoir approfondir nos connaissances en droit. J'ai eu plusieurs sentiments. Maître Carlos, bonsoir, comment ça va? Maître Carlos Lasso Defo, I salute you.
Bonsoir, la souveraine Destiny, all the way from the USA. Donc, je disais ceci, le procès, vous savez, lorsqu'on a des procès comme ça, même si le procès peut avoir une connotation politique parce que la personne impliquée est une grande personnalité politique, à l'occurrence le directeur du cabinet du chef de l'État, mais lorsque les procès sont vulgarisés par les médias, c'est l'occasion pour les juristes, pour la population, d'en apprendre encore davantage sur notre droit. Mais personnellement, je n'ai pas aimé les spectacles que les confrères avocats nous ont offerts. Qu'est-ce que nous avons constaté? Et quand je dis les confrères, je le dis en général parce que ce soit surtout la défense des différents prévenus était faite en collégialité. On a vu que le prévenu Kamere avait une équipe d'avocats, le prévenu Jamal avait une équipe d'avocats, le prévenu Mouima avait une équipe d'avocats. Même la partie civile, la République aussi avait une équipe d'avocats. Puis dans les ministères publics, puis dans le tribunal. Dans cette profession, je vais d'abord commencer par le décorum. Il y a des points que j'ai énumérés pour vous. Il y a des points, mais je vais commencer par le procès lui-même, la présentation du procès. Je vais commencer par le décorum. Le décorum m'a déçu, le décorum m'a surpris. Le décorum, c'est quoi? Le décorum, c'est la posture que l'on doit avoir devant un tribunal. Les avocats sont des auxiliaires de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avocat est un professionnel qui intervient dans l'administration de la justice pour aider que la justice soit rendue, que la lumière soit faite dans une situation et que la sentence juste et équitable soit donnée. C'est donc un auxiliaire de la justice. Il ne travaille pas à vase clos, il ne travaille pas... il est professionnel de façon indépendante dans son travail, mais lorsqu'il arrive dans l'exécution de son mandat d'avocat, il travaille, il interagit avec d'autres personnes. Nous avons le tribunal, nous avons le ministère public, nous avons le greffier et nous avons aussi, bon, ici on les appelle les constables de justice, les gens qui sont appelés à faire l'ordre dans les cours et tribunaux pour que les gens, bon, ne puissent pas se sauter les uns sur les autres. Mais chez nous, vous savez que c'est la police qui assure ce travail-là. Donc il a toutes ces interventions-là. Le décorum devant le tribunal est des mises. Dans la déontologie de la pratique des avocats, il n'y a aucune déontologie où on va apprendre à un avocat de ne pas respecter le tribunal. Ça n'existe nulle part. Tout le monde doit respect au tribunal. Mais nous avons vu une équipe des avocats. C'est comme si le mot a été passé que plus tu es impoli, plus tu es pertinent. On a vu des avocats d'une impolitesse à couper le souffle. Des avocats qui engageaient des discussions vraiment frontales avec le tribunal. Lorsqu'on te dit, tu n'as plus la parole, c'est en français, le procès se passe en français, tu n'as plus la parole. La conséquence est qu'il faut se retirer du micro et se taire. Parce que tout ce que tu dis, l'avocat, tu défends ton client, c'est pour arriver à mener le tribunal à accepter ta position, à accepter ta présentation de fait. Mais tu ne peux pas te mettre à te chamailler avec ce même tribunal. Ça n'existe nulle part. Un manque de décorum. J'ai vu que dans toutes les équipes, il y avait des bâtonniers. Dans l'équipe du prévenu, sauf dans l'équipe du prévenu Mouima par exemple. Dans l'équipe du prévenu Kamere, il y avait un ancien bâtonnier. Dans l'équipe du prévenu Jamal, il y avait l'ancien bâtonnier Mbouletang. Et puis dans la partie civile, nous avons le bâtonnier Koko Kayudi. Je pense et je souhaite, j'interpelle vraiment les bâtonniers. J'espère que les avocats qui sont intervenus dans ce procès Kamere, au niveau du barreau, que ce soit le barreau de Kinshasa Matete ou le barreau de la Gombe, ils vont être interpellés pour qu'on puisse leur rappeler certaines règles parce que le décorum n'était pas à sa place. Tu ne peux pas hausser le ton devant le tribunal. Tu ne peux pas te chamailler avec les tribunaux. La politesse et la courtoisie est des mises. On appelle ça en droit la déférence. Donc vous voyez dans les temps anciens, là, si on peut faire une analogie, quand les gens venaient, ils faisaient ça là, c'est ça que tu dois faire devant le tribunal. Un décorum. On a vu une impolitesse. C'est pas possible. Que ce soit dans le chef des jeunes avocats, que ce soit dans le chef des avocats qui sont expérimentés. Comment un avocat, tu peux venir devant le tribunal et dire au tribunal, nous savons
comment vous voulez conduire ce procès. Donc toi, tu viens défendre ton client, tu commences à soupçonner le tribunal. Donc tu veux créer ton procès à toi, à la barre, monsieur le tribunal. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? On dirait que même dans des palabres traditionnelles, il n'y a pas de postures comme ça. Parce que dans les palabres traditionnelles, les gens prennent la parole selon les droits des naisses ou selon les titres de noblesse. Dans une palabre du village ou dans une palabre coutumière, tu ne prends pas la parole n'importe comment. Tu ne prends pas la parole n'importe comment. On te la donne et on te la retire. Mais on a vu des avocats se chamailler avec le tribunal, croiser le fer avec le tribunal en se trompant d'adversaire. Votre adversaire, c'est le ministère public. C'est lui qui a... Donc, vous êtes là pour contester les déclarations et les réquisitoires du ministère public. Vous n'êtes pas là pour vous attaquer au tribunal. Le décorum a vraiment fait défaut et il y a lieu que les différents barreaux interpellent surtout les avocats qui ont intervenu dans ce procès pour leur rappeler, faire une sorte de séminaire, je ne sais pas, une sorte d'atelier, une sorte de forum, mais vraiment peut-être dans le cadre d'un séminaire, parce que le séminaire, c'est vraiment un cadre d'enseignement où on va leur rappeler les décorums qu'il faut avoir devant un tribunal. Maintenant, autre chose que nous avons remarqué, c'est la stratégie de défense. Vous savez, chers amis, avoir un dossier en justice demande une stratégie. Parce que le même fait, vous allez voir que dans la vie, là, pour nous autres qui sommes des juristes, dans la vie, les gens vous disent, mais comment est-ce que le même problème, toi tu défends, et puis l'autre attaque, mais c'est le même problème, et puis le juge va trancher. Oui, parce que les mêmes faits peuvent donner lieu à différentes interprétations. Quand tu fais ton interprétation, tu appuies ton interprétation avec les éléments d'autorité qui sont reconnus dans les principes de droit, et maintenant il appartiendra au juge soit d'accepter ton interprétation ou de la rejeter. Mais tu dois utiliser les éléments des droits qui sont à ta disposition. Tous les juristes savent, et pour ceux qui ne sont pas des juristes, je veux vous le dire, en droit, il y a ce qu'on appelle les sources du droit. Les sources du droit, c'est quoi? Le juge. Le travail du juge, c'est de dire le droit. Le droit, c'est l'application de la règle de droit à une situation particulière. La règle de droit, c'est ce qui est pris par les autorités qui légifèrent. Le Parlement, dans le cas de notre pays, le président peut prendre une règle de loi parce qu'il peut prendre une ordonnance. Un ministre peut prendre un décret ministériel, il peut prendre un arrêté ministériel. Un gouverneur peut prendre un décret. Donc, quand il y a une autorité qui légifère, qui prend une mesure, ça devient une règle de droit. Mais la règle de droit, elle est générale. On la prend pour tout le monde. Elle ne vise pas une situation spécifique. Maintenant, lorsqu'il y a un problème, les gens doivent venir devant les tribunaux pour dire, monsieur le juge, voilà, telle loi a été violée et nous voulons que vous puissiez trancher. Pour trancher, le juge va se référer à différentes sources. Les sources de droit sont hiérarchisées, dépendamment dans quel système juridique vous vous trouvez. Par exemple, au Canada, en matière pénale, c'est la common law. La common law, vous avez la jurisprudence qui a une prépondérance par rapport à la doctrine, par rapport à la coutume. Dans le système du droit civil, vous avez d'abord la loi, vous avez la jurisprudence, vous avez la coutume et puis vous avez la doctrine. Étant entendu que la coutume doit être une coutume concordante, pas une coutume contre legem. Ça veut dire une coutume qui s'éloigne des textes des lois. Maintenant, lorsque vous faites votre présentation, vous dites, selon tel article de telle loi, selon telle décision de telle juridiction, les juridictions, la force d'une jurisprudence dépend du tribunal qui a rendu la décision. Exemple, une décision de la Cour suprême s'impose à tout le monde. Parce que la Cour suprême, c'est la plus grande des juridictions. Elle s'impose à la Cour d'appel, elle s'impose au tribunal des grandes instances, elle s'impose au tribunal de paix. Une décision du tribunal des grandes instances s'impose à un tribunal de paix, mais elle ne s'impose pas au niveau de la Cour d'appel. Donc la jurisprudence dépend aussi de la juridiction. Mais nous avons vu des avocats qui viennent, qui commencent à citer Dieu, commencent à citer Mandela. Le tribunal n'est pas l'altar. Tu cites Dieu à l'altar. Ou tu cites Dieu devant le presbytérium, là, le podium où le pasteur ou le prêtre prêche, le presbytérium ou à l'altar. Pas à la barre.
À la barre, on se réfère à la loi. On ne cite pas Dieu. On ne cite pas Dieu. Tu cites Dieu comment? Et si le juge ne va pas trancher sa décision en se basant sur Dieu, déjà c'est quoi sa religion, le juge? Est-il chrétien? Est-il musulman? Et sa religion n'est pas pertinente par rapport à la décision. Le juge a une seule autorité, c'est la loi. Point. Et puis les jurisprudences et les autres sources du droit. On a vu une manque de stratégie totale. Quand vous avez une équipe, vous vous partagez les tâches. À un moment donné, j'ai entendu les avocats du prévenu Kamer dire que nous nous sommes concertés, nous nous sommes partagés les tâches. Mais lorsqu'ils ont défilé autour du micro, on n'a pas senti une coordination. Ils ne faisaient que répéter la même chose. On n'a pas senti que tel avait le lead sur tel élément d'accusation, tel avait le lead sur tel élément d'accusation. Troisième élément que moi j'ai relevé pour vous, la distraction. Le juge, le nouveau juge, paix à l'âme du juge Yanni, le juge a rappelé à un moment donné, il a dit aux avocats, maître, j'espère que vous avez expliqué à vos clients le sérieux de cette procédure. Toute procédure judiciaire est très sérieuse. La procédure civile, elle est très sérieuse parce qu'elle a affecté ton patrimoine. On va te condamner à payer des dommages et intérêts. C'est ton patrimoine qui va être affecté. La procédure pénale, elle est d'autant plus sérieuse parce que c'est ta personne qui va être impactée. Quand on te condamne à une peine d'emprisonnement, on va prendre ton corps, là, on va l'enfermer quelque part. Tu n'as plus la liberté d'aller où tu veux. Si tu aimais les voyages, c'est fini les voyages, ça, il faut oublier. Si tu aimais les fêtes, il faut oublier. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de fête en prison. Donc, ça va affecter ta personne. C'est très, très sérieux. Ta liberté va être restreinte. Ta volonté, tu n'as plus le droit de penser, ah non, voilà, moi je pense que je veux faire une sieste. Non, si ce n'est pas le moment de faire la sieste, toi tu ne peux pas rester dans ta cellule, faire la sieste. En prison, tes mouvements sont commandés par l'administration pénitentiaire. Tu n'as plus la liberté de faire ce que tu voulais. Donc c'est très sérieux. Mais nous avons suivi une distraction de la part des avocats. Pourquoi je dis la distraction? Parce que les avocats répondaient à des choses qui n'avait rien à voir avec le chef des accusations. Lorsque vous suivez le procès, la première audience, les avocats des trois parties accusées, les avocats de Jamal, de Kamere, de Mouima, ils ont demandé une remise parce que, disaient-ils, ils n'avaient pas eu accès aux éléments du dossier. Donc, ils ont demandé une remise pour leur permettre d'avoir accès aux éléments du dossier et partant, bien préparer la défense de leurs clients. Ce qui est un droit tout à fait légitime parce qu'il faut préserver les droits de la défense. La remise a été accordée, ils sont partis, ils sont revenus, mais à chaque fois, on a remarqué qu'il fallait leur rappeler certains éléments du dossier. Ce n'est pas normal que l'on cite une pièce et puis les avocats étaient comme « Non, vous devez avoir lu. » Première chose, vous devez avoir écouté, excusez-moi, il fait très chaud, j'ai mis la clim, mais il fait toujours chaud pareil là. Vous devez avoir lu, mais surtout vous devez avoir écouté le réquisitoire du ministère public ou bien la lecture de l'acte de l'accusation. Lors de la première audience, lorsque le ministère public a présenté les accusés, le ministère public a dit les différents chefs d'accusation en liant chacune des chefs d'accusation au texte de droit qui a été violé. Il a parlé de la loi sur la passation des marchés publics. Il a parlé de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement de la criminalité, le financement, du terrorisme. Il a parlé du code pénal. Et puis, quel droit encore il a évoqué? Il a évoqué le code pénal pour l'infraction des détournements. Et pour l'infraction des détournements, toujours, il a invoqué la loi sur la passation des marchés publics. Pour l'infraction de corruption, il a invoqué le code pénal. Et pour l'infraction de blanchiment d'argent, il a invoqué la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais, bizarrement, pendant l'audience, on a vu des avocats. À un moment donné, les gens, quand vous les entendiez parler, les avocats, c'est comme si on reprochait aux prévenus, Kamere notamment, et Jamal qui était accusé de... Kamere et Mouima qui étaient accusés de détournement. C'est comme si on leur reprochait le vol.
Le détournement et le vol sont deux infractions bien distinctes, dont les éléments constitutifs sont très différents. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien meuble appartenant à autrui. Le détournement a été défini dans l'article 145. C'est lorsque une personne, dépendamment de sa qualité, parce qu'il y a différentes qualités qui sont citées dans l'article, je ne vais pas vous refaire la lecture de l'article, dépendamment de sa qualité, a accès aux deniers publics et il les détourne pour leur but initial. Lors du procès, pendant l'instruction, il a été démontré que Kamere a ordonné, parce que c'est lui qui avait le pouvoir d'ordonner des paiements, il a ordonné au ministre des Finances de faire des paiements. Ils ont fait des paiements à Jamal sans aucune base légale. La base légale étant un contrat de marché public. Parce que le contrat de Jamal, c'est un contrat de marché public. Lorsqu'on dit contrat de marché public, nous sommes dans une loi spéciale. Moi, j'étais étonnée de voir l'avocate de Jamal. Il y a un des avocats, mais la dame là, qui commençait à nous parler du code des obligations, contrat sous seing privé. Non, non. On vous a dit la loi sur la passation des marchés publics. Lorsque vous avez un principe général en droit et que vous avez une loi spéciale qui s'occupe spécifiquement d'une question précise, vous vous référez à la loi spéciale. Puisque dans la loi sur la passation des marchés publics, il y a des articles intéressants qui ont été lus pendant le procès. Exemple, on a lu pendant le procès l'article, je pense que c'est l'article 47, si je ne m'abuse. L'article 47 de la loi sur la passation des marchés publics qui dit que le contrat de marché public est un écrit. Blablabla. Bla, bla, bla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prévenu Kamere se lève et commence à dire « Mais monsieur le juge, vous voulez nous dire qu'un contrat verbal n'a pas de valeur ?» Ou bien, quand l'avocate de Jamal se lève et puis elle dit « Mais il n'appartient pas à mon client de vérifier la régularité du contrat, mais un contrat sous seing privé ne peut être dénoncé que par les parties, même s'il n'a pas été signé, il est valable. » Est-ce qu'elle a lu la loi sur la passation des marchés publics? Comment cette loi-là définit un contrat des marchés publics? D'abord, la loi sur la passation des marchés publics définit le marché public comme un contrat écrit par lequel, blablabla. Et puis, il y a un article spécifique, je pense que c'est l'article 48, qui dit que le contrat des marchés publics contient les mentions suivantes. Pam, 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 pam. Ça veut dire, si l'une des mentions n'apparaît pas, le contrat n'est pas valide. Toujours la même loi de passation des marchés publics dit que les marchés publics subissent un contrôle a priori et a posteriori. Le contrôle a priori, ça veut dire avant d'aller dans le contrat, avant de faire le marché, les autorités doivent vérifier que nous sommes sur la bonne voie. Et notamment, ce contrôle a priori se fait par, comment on appelle ça, l'avis de non-objection. Il faut que la commission de contrôle des marchés publics puisse regarder le contrat, que ce soit des gré à gré, que ce soit l'appel d'offres, qu'il puisse regarder ce que l'entrepreneur propose de faire pour la République, et puis disent, ok, nous sommes d'accord, nous ne nous opposons pas. Mais tout le monde a suivi le procès lors de l'instruction. Lorsque le ministre Bitakou est revenu, il a dit que nous avions prévu un avenant, mais qui n'a pas été accepté par la commission pour plusieurs raisons, notamment la raison économique. L'avenant modifiait le montant du contrat à plus de 13%. Or, la loi sur les passations des marchés publics dit que l'avenant à un contrat ne peut pas changer le montant à plus de 13%. Au-delà de 13%, il faut aller signer un autre contrat. La distraction. C'est comme si, lorsque nous on regardait le procès à la télé, les avocats regardaient autre chose. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai suivi le procès. Bon, quand j'avais le temps, je me connectais. Parce qu'il faut savoir que les procès étaient quand même longs. Je me connectais, je suivais, puis je passais à autre chose. Mais eux, ils sont les avocats des parties impliquées. Donc, ils doivent le suivre avec attention.
Je ne m'explique pas ces distractions-là. Je suis désolée. C'était l'occasion de faire des bonnes défenses pour permettre à ce que le droit puisse gagner. Le droit évolue avec les praticiens du droit. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle du droit des assurances. Mais le droit des assurances vient du droit des affaires. Lorsqu'on fait l'historique des droits des assurances, c'est un avocat qui un jour a dit non. Mes clients, les transporteurs des biens, des cargaisons dans des navires, ne peuvent pas continuer à perdre leurs marchandises comme ça. Il est allé en procès, il a fait un montage juridique, il a référé à telle loi, telle loi, telle loi, il a présenté au juge. Il dit c'est inéquitable ce qui se passe avec les clients. Et le juge a accepté. Et quand le juge lui a donné raison, le législateur maintenant a consacré cela dans une loi. Et aujourd'hui, nous parlons des droits des assurances. Les avocats auraient dû nous donner l'occasion. On n'a pas encore vu de procès public où la loi sur les blanchiments d'argent a été référée au Congo. Peut-être qu'il y a eu des jugements, je ne sais pas. Moi, je parle de ce que nous avons vu. C'était un procès public. C'était l'occasion de voir, est-ce qu'au Congo, on pratique bien cette loi-là? Est-ce qu'on comprend cette loi-là? Quelles sont les implications? Mais les avocats étaient distraits. Ils nous ont parlé des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, je vais juste parler... Je parlais de la distraction des avocats. Avant, j'avais parlé du décorum. On a vu des avocats très impolis qui n'avaient aucun respect pour le tribunal. Ça ne se fait pas dans la profession d'un avocat. Le décorum par rapport au tribunal s'impose. J'ai parlé de la distraction des avocats. Il n'y avait pas de stratégie. Ils parlaient en désordre. Ils n'ont pas suivi le procès. Ils ne se sont pas focalisés sur les chefs d'accusation et ils ont porté leur développement sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec les accusations. Tu peux faire une très belle présentation, une très belle rhétorique sur le vol, mais si ton client est accusé de détournement, tu n'as rien fait. Tu peux faire une très belle rhétorique sur les droits des obligations, mais si ton client est accusé de détournement, pas de recel, pas de bris de confidentialité, tu n'as rien fait. Je vais faire juste une petite parenthèse pour faire une précision. J'ai remarqué pendant le procès, il y avait une confusion entre deux notions de droit. Bon, deux notions avec des sous-notions. Il y avait une confusion entre les exceptions et les nullités dans la tête de nos confrères juristes. Vous avez entendu parler, mais c'est une exception de droit public, c'est une intention de droit public. Mais lorsque nous entendions les avocats parler, on sentait dans leurs arguments qu'en réalité, ils se référaient aux conséquences de la nullité. En droit, il y a deux choses, les exceptions et les nullités. L'exception est une incidence, c'est entre guillemets une embûche. L'exception, en fait, c'est un obstacle de parcours dans le déroulement d'un procès. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un procès, il y a des personnes qui sont traduites en justice, vous venez devant le tribunal. Il y a des préalables que le tribunal doit vérifier. Le préalable, ça veut dire ce qu'on regarde avant. Et il y a une expression qui est sortie de ce procès-là que beaucoup de gens ont retenu. In elimine litis. C'est en latin. Ça veut dire au début du litige. À l'origine, à l'aube du procès, préalable. Les exceptions sont des préalables. À quoi servent les exceptions? Vous avez entendu le juge les appeler les moyens. Les exceptions, ce sont des moyens en droit qu'une partie peut utiliser pour préserver ses droits. Préserver ses droits et assurer qu'il ait accès à un procès équitable. Exemple, en droit, il est de principe qu'une personne est poursuivie devant le juge de juridiction, soit de son domicile, soit du lieu où se produit l'infraction. Mais si l'infraction porte sur un immeuble, par exemple, quelqu'un s'est rendu coupable de stéléonat, ça veut dire qu'il a vendu un immeuble appartenant à autrui, le juge du lieu où se trouve l'immeuble peut aussi être compétent. Mais en termes généraux, c'est le juge de la résidence ou du domicile du défendeur. Donc, si on m'accuse, on doit m'accuser auprès d'un tribunal qui est du ressort de là où j'habite. Supposons j'habite où? J'habite à Lemba. Donc, mon juge naturel, c'est le tribunal des grandes instances de Matete. Parce que c'est le ressort du tribunal des grandes instances de Matete.
Si maintenant on m'accuse et puis on m'amène au tribunal de grande instance d'Ndjili, je vais soulever une exception d'incompétence territoriale. C'est un obstacle. Ça va empêcher le juge de Ndjili de pouvoir s'occuper, trancher le dossier qu'on a amené devant lui. Je veux dire exception, monsieur le juge. Vous ne pouvez pas regarder l'affaire qui me concerne. Parce que moi, j'habite à Lemba. On devait m'amener à Matete. Je ne comprends pas comment on m'amène ici. C'est dans la loi. Et le juge allait regarder, est-ce qu'il y a des éléments qui lui permettent de pouvoir analyser mon dossier? Peut-être le juge va dire, non, écoutez, Maître Marguerite, on vous a amené ici parce que vous avez vendu l'immeuble de M. X et l'immeuble de M. X se trouve à Massina. Comme l'immeuble se trouve à Massina, moi je suis compétent, donc je vous garde ici. Ou bien le juge aussi peut regarder, peut dire, effectivement, vous avez raison. Je ne vois pas pourquoi on vous a amené ici. Il va renvoyer le dossier au juge compétent, qui dans le cas de mon exemple, c'est le juge de Matete. Les exceptions. Les exceptions, ce sont des moyens qui font obstacle. Ce sont des moyens péremptoires. Ça veut dire que ça éteint la capacité du juge de poursuivre le dossier. Maintenant, les nullités en droit, ce sont des sanctions. La nullité est une sanction qui vient mettre fin à un droit. Exemple, je signe un contrat, j'achète une voiture. Un contrat de vente avec monsieur X ou madame X, peu importe, qui me vend une voiture. Et puis demain, je vois quelqu'un qui vient frapper à ma porte, qui me dit, non, madame Bombo, votre droit d'être propriétaire de cette voiture-là est éteint. Je dis, pourquoi? Ils disent, parce que ce contrat-là est nul. Je dis, comment le contrat est nul? Non, la personne qui vous a vendu la voiture, c'est un mineur. Il n'a pas la capacité de s'engager, de transiger et de disposer de ses biens. Je dis, ah bon, c'est un mineur. Peut-être j'étais distraite, j'étais négligente, je n'avais pas regardé les documents. On me montre les pièces d'identité. Voilà la personne qui m'a vendu la voiture à 16 ans. C'est un mineur. Et puis le mineur dit non, moi je ne voulais pas vendre ma voiture. Madame Bombo, elle m'a influencé et puis moi, non, je ne voulais pas vendre ma voiture. Le contrat sera frappé de nullité. Cette nullité-là me sanctionne. Ça sanctionne le contrat que nous avons eu. Le contrat va tomber. Il y aura la restitution des biens. La personne va prendre sa voiture et partir et puis ils doivent me restituer mon argent. La nullité est une sanction. Maintenant, il existe des nullités relatives et des nullités absolues. Tout comme il existe des exceptions d'ordre public et des exceptions d'ordre privé. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Une exception d'ordre public, elle peut être soulevée par n'importe qui. Je donne un exemple. Je vous ai dit tantôt que j'habite à Lemba, on m'accuse, on m'amène à Ndjili. Si on m'amène à Ndjili et puis moi je suis distraite tellement qu'on m'a amené au tribunal, mon avocat et moi on est tellement préoccupés à me sortir d'affaires, je ne regarde pas que voilà, on devait m'amener à Matete. Et le ministère public ne dit rien, il fait son réquisitoire. Voilà, je l'ai amené ici. Donc excusez-moi, mon avis pour fixation pour audience était pour tel sujet. Le juge va regarder. Vous voyez, avant que le procès ne commence, on présente les parties. On va présenter les parties, le juge va regarder. Madame Bombo habitant à Lemba, elle va dire non. Elle habite à Lemba. Vous auriez dû l'amener à Matete. Il va soulever l'exception d'office si c'est une exception d'ordre public. Ça veut dire n'importe qui peut soulever l'exception. Cependant, comme c'est un obstacle, il y a le moment de soulever l'exception. Au début de l'audience. Au début de l'audience. De sorte qu'on puisse me renvoyer auprès du juge compétent. In elimine litis. Tu ne viens pas soulever l'exception le jour de la plaidoirie. J'étais vraiment stupéfaite parce que c'est la partie Jamal, entre autres, qui avait soulevé une exception qui disait que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi et donc le tribunal devait renvoyer, surseoir à l'analyse du dossier et puis renvoyer. Mais le juge a dit non, aujourd'hui c'est le jour de plaidoirie. Faites votre plaidoirie, nous répondrons à ces moyens à la fin. Parce qu'il faut savoir que le juge peut joindre l'exception au fond et statuer sur l'exception lors du prononcé du jugement. Mais au moment de la réplique, un des avocats de Jamal est revenu en voulant expliquer la différence entre l'exception d'ordre privé et l'exception d'ordre public. Il a donné l'exemple du cas pour lequel eux-mêmes ils soulevaient une exception.
Je me suis dit, mais est-ce que cet avocat, il entend ce qu'il dit? L'avocat a dit ceci, mais monsieur le juge, nous avons soulevé une exception, vous n'avez pas répondu. Et puis il donne un exemple. Il dit, l'exception d'ordre public, elle peut être soulevée par tout le monde dans tout temps. Il dit alors que l'exception d'ordre privé peut être soulevée par les parties dont les droits risquent d'être brimés si l'exception n'a pas été rencontrée. Il dit, je vais vous donner un exemple parce que ce procès doit être pédagogique. Il dit, exemple, vous êtes saisi, irrégulièrement saisi pour quelqu'un, mais la partie comparée au procès et puis la partie suit le cours du procès. Donc, on suppose que la partie a couvert ou renoncé à l'exception. Mais j'étais comme, ce monsieur, est-ce qu'il entend ce qu'il dit? Il soulève une exception pour irrégularité de saisine et voilà l'exemple qu'il donne. Distraction. Distraction. Une nullité d'ordre public ou bien une nullité absolue. C'est une nullité qui ne peut pas être confirmée. Je vous donne un exemple. Tantôt, je vous ai donné l'exemple de la voiture. Le mineur qui m'avait vendu sa voiture vient et veut récupérer la voiture parce qu'il n'avait pas 18 ans, il ne pouvait pas transiger, il ne pouvait pas valablement signer un contrat. Mais lorsque les parents viennent prendre la voiture, moi je dis, mais tu m'avais dit que tu as 18 ans, tu es grand. Bon oui, je n'ai pas regardé tes pièces d'identité, mais je pensais que tu as 18. Et puis les parents sont là, j'ai dit aux parents, non, votre enfant m'a dit qu'il avait 18 ans, je pensais qu'il a 18 ans. Et puis les parents se retournent et disent, c'est vrai fiston, c'est vrai. Les parents peuvent dire, mais maintenant, pourquoi tu as fait ça? Et puis l'enfant peut dire, bon, voilà, ok, c'est bon, je laisse ma voiture à Madame Marguerite, alors c'est bon, je laisse. Les parents, parce que la nullité est relative, elle appartient à une partie qui peut la soulever. Si l'enfant dit non, je vends la voiture. Et puis les parents disent, bon, Madame Marguerite, comme si vous avez déjà la voiture, on va vous la laisser, mais prochainement, lisez les pièces d'identité des personnes avec qui vous contractez. Ils ont confirmé l'irrégularité. La nullité tombe. Je garde la voiture. Normalement, en droit, mon contrat n'a pas de valeur parce que c'est un contrat que j'ai signé avec une personne qui n'a pas la capacité de s'engager. Mais puisque la partie à qui bénéficie la nullité a confirmé l'irrégularité, je continue mon chemin en droit, je continue mon droit de propriété sur la voiture. Tandis que la nullité absolue, elle ne peut pas être confirmée. Exemple, la loi dit que pour être marié, pour qu'un mariage soit valablement célébré, il faut que les deux parties soient des célibataires. Ça veut dire libérés des précédents liens de mariage. Moi, je me marie à Kinshasa. Je ne veux plus de mon mariage. Je ne divorce pas, mais je fuis, je vais à Lubumbashi. Là, je rencontre un autre chéri, on s'aime, et puis on dit, bon, on va se marier. Puis on se marie avec mon chéri. Puis, bon, on va où? On va en Belgique, on commence à vivre là-bas. Puis un jour, il y a quelqu'un qui envoie une lettre à mon mari qui dit, non, vous ne pouvez pas vous déclarer mari de Madame Marguerite. Votre mariage là n'est pas valide. C'est un mariage, c'est un lien qui est frappé d'une nullité absolue. Mon mari ne peut pas venir dire, non, je l'aime, je vais mourir. Non, si vous dites qu'elle ne peut pas ma femme, je vais mettre... Non, c'est une irrégularité qui ne peut pas être confirmée. Je dois venir à Kinshasa, divorcer et refaire parce que mon mariage là va être annulé. C'est une nullité absolue d'ordre public. Une personne intéressée, ça veut dire, je donne un exemple. Quel est l'exemple que je peux donner? Supposons que nous avons acheté une maison conjointe, nous sommes mariés, donc c'est la résidence familiale, nous avons acheté une maison. Et la personne qui nous a vendu la maison se rend compte que notre mariage n'a pas de valeur. La personne est intéressée, dit, mais je leur ai vendu la maison conjointe, mon argent, ça peut impacter notre contrat de vente. Cette personne-là qui a un intérêt peut aller au tribunal et dire, ces individus-là ne sont pas mariés. Annuler ce tribunal-là, puisque j'apprends que la dame est toujours mariée à un mari qu'elle a laissé à Kinshasa. Le mariage va être annulé. Parce que cette nullité-là, on ne peut pas la couvrir. Vous voyez la différence? Nullité relative, nullité absolue. C'est différent d'exception d'ordre privé et exception d'ordre public. Même si on dit que l'exception d'ordre public peut être soulevée par tout le monde et en tout temps, ça ne veut pas dire qu'elle peut être soulevée à contre-temps. Vous venez dans un procès.
Vous faites la première audience, la deuxième audience, vous faites l'instruction, on auditionne les témoins, vous posez des questions, vous donnez des témoignages. Le jour de la plaidoirie, pour soutenir votre position, vous venez vous dites non, nous ce tribunal-là, on va pas plaider devant ce tribunal parce que vous êtes irrégulièrement saisi. L'audience, le procès a déjà avancé. In elimine litis, ce n'est pas au début de l'audience. Audience étant attendu le jour d'audience. Non, c'est au début du procès. Le premier jour là, quand ils étaient venus, quand on les présentait et puis ils ont demandé la remise, c'est ce jour-là, au début du procès, qu'ils devaient soulever. Monsieur le juge, nous demandons la remise, mais nous voulons porter l'attention, attirer l'attention de votre tribunal sur le fait suivant. Le tribunal a été irrégulièrement saisi parce que, de sorte que lorsqu'ils allaient revenir sur la remise, on n'allait pas continuer à regarder les pièces du dossier. On n'allait pas entendre les témoins. On doit d'abord statuer sur l'exception. C'est ce qu'on appelle un jugement avant de dire droit. Donc, avant de dire le droit qui nous intéresse, nous devons vider l'exception. Est-ce que le juge a la compétence pour entendre le dossier, oui ou non? Mais vous ne venez pas soulever ça le jour de la plaidoirie. Ça, ce sont des notions d'organisation et compétences judiciaires qui s'en prennent en premier graduat. Et puis, lorsque vous commencez votre stage d'avocat, ce sont des notions qu'on vous rappelle. Que lorsque vous étiez à l'école, on vous avait dit ceci, on vous avait dit ceci. Maintenant, ça commence à devenir clair dans ton esprit. Et quand tu vas au tribunal, tu dis, ah voilà, ok, in elimine litis au début du procès. Ok, c'est le premier jour. Ok, je comprends. Et puis, on a soulevé une autre obsession de obscuri libelli. Un libellé obscur. Une accusation obscure. Donc, on ne comprend pas de quoi on est accusé. On ne comprend pas qu'est-ce qui nous reproche. Le jour de la plaidoirie, obscuri libelli, quand vous dites que je ne sais pas pourquoi je suis là, c'est une exception qu'il faut soulever encore in elimine litis au début. Pour dire que moi là, je suis venu parce que je devais obtempérer, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Et les juges allaient statuer pour dire qu'est-ce qui n'est pas clair. Et le juge a répété, il a référé à un article du Code des procédures pénales qui donne les éléments pertinents que la loi reprend et qui doivent figurer dans un avis de fixation. Il y a tant. On a donné les faits, on a donné les dispositions légales qui ont été violées et puis on a fait voir le degré de participation. Est-ce que c'est comme auteur, c'est comme complice? Tout ça a été dit pendant le procès. Les avocats étaient distraits. Autre chose, lorsque nous avons suivi le procès, on a dit que Jamal a eu un contrat de 57 millions, il a envoyé 9 millions en Turquie pour acheter les maisons, 48 millions est volé dans les airs. Surtout qu'il a retiré 30 millions dans son compte d'Eurobank. Il a viré 5 millions au Liban et puis il a viré une autre partie à Oussoumel. Mais les jours de la plaidoirie, on a entendu des avocats de Jamal qui disent « Mais le ministère public ne sait pas de quoi il parle. Tantôt il accuse de détournement de 57 millions, tantôt il accuse de 48 millions. » Distraction. Vous n'avez pas suivi les procès. Maintenant, autre chose qu'il faut savoir, chers amis, excusez-moi, dans le déroulement du procès, le jour de la plaidoirie c'est quoi? Comme le juge l'a dit. La plaidoirie, c'est le jour où l'avocat vient développer les éléments de sa position. Je suis avocat de la défense, je vais développer les éléments de ma position. Et ces éléments-là, c'est en rapport, j'attaque l'accusation. On accuse mon client de détournement, je dois regarder quels sont les éléments constitutifs des détournements. Être en position d'ordonner les décaissements, avoir eu accès aux deniers publics, avoir ordonné le décaissement des deniers publics et avoir participé à la distraction, donc à la déviation, au détournement de ces deniers publics de leur objectif vers un autre objectif. On a donné la qualité, il faut avoir la qualité d'agent public ou la qualité comme Jamal, il agissait comme un entrepreneur dans le cadre d'un marché public, donc il avait accès aux deniers publics. Si je suis l'avocat de prévenu Kamere ou je suis l'avocat de Jamal, j'analyse d'abord les éléments constitutifs et je les attaque un à un. Je fais ma plaidoirie. Maintenant, lorsque vous faites votre plaidoirie,
La partie adverse va aussi donner ses objections. Et on va vous donner le temps de répliquer. La réplique, c'est une réponse. La réplique, ce n'est pas la plaidoirie. La réplique, ce n'est pas un complément de plaidoirie. La réplique, ce n'est pas la suite de la plaidoirie. La réplique, c'est la réponse aux questions pertinentes ou aux questions téméraires de l'autre partie. La réplique peut être la précision des éléments que nous pensons ou que nous estimons pertinents et pour lesquels nous voulons que le juge prête, une attention particulière. La réplique n'est pas obligatoire. Deux fois en droit, on va vous dire que la meilleure réplique, c'est celle que l'on ne fait pas. Comme le contre-interrogatoire. Deux fois, le meilleur contre-interrogatoire, c'est celui qu'on ne fait pas. Parce que lorsque la plaidoirie a été bien présentée, lorsque la plaidoirie a été bien préparée, des fois, on n'a pas besoin de parler encore. L'autre partie peut parler, on vous demande, maître, vous avez une réplique? Non, pas de réplique. J'ai déjà tout dit. Comme vous pouvez avoir une réplique. Mais nous avons assisté, et là, moi, j'étais pas contente. J'étais vraiment peinée. Parce que les avocats sont des professionnels en droit. Un client peut retenir un avocat. Les clients sont ce qu'ils sont. Le client peut être orgueilleux, peut être têtu, mais à la fin, c'est vous le professionnel. Les avocats des caméras, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le moment qu'on leur a donné de faire la plaidoirie, ils se sont distraits dans des exceptions. Non, vous devez nous répondre. Vous ne donnez pas des injonctions au tribunal et ils le savent. Ils ont laissé passer 1 heure cadeau. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu ce que les autres ont dit, au venu le moment de la réplique, ils disent « Ah, monsieur le juge, mais nous avons laissé notre heure. Nous pensions récupérer. » Vous pensiez où? Comment? Sur quelle base? Sur quelle disposition vous pensez que vous avez des banques de temps où vous mettez votre temps que vous allez revenir après? Maintenant, ils ont voulu rattraper lors de la réplique. Ils ont commencé à sortir des éléments qu'ils auraient dû sortir lors de la plaidoirie. L'impréparation. L'impréparation. Ils ont dit que le procès avait une connotation pédagogique, mais je suis désolée, ils ne nous ont pas donné matière à apprendre. Les étudiants en droit qui ont suivi ce procès-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils ont retenu que les avocats peuvent être impolis devant le tribunal. Ils ont retenu que les avocats peuvent s'obstiner avec le tribunal, se quereller pour parler. Quand vous parlez là, c'est pour éclairer le tribunal. Et si le tribunal vous dit qu'il est éclairé, on se tait. J'ai pratiqué au Congo, je pratique ici en Occident. Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer un bénéfice d'une impolitesse devant les tribunaux. Jamais. Vous, on vous dit de vous taire, vous ne voulez pas. Oh, je n'ai pas encore fini de parler. Tu parles pour qui? C'est un meeting. Tu parles pour qui? Le respect du tribunal est une règle de déontologie qu'il faudrait qu'on répète à nos jeunes avocats. Et ce que les avocats nous ont présenté là, ce n'était pas ce que nos jeunes avocats doivent retenir. Maintenant, je voulais juste revenir sur un aspect. La différence entre les domaines de droit. Nous avons vu une partie, surtout la partie Jamal, qui s'est apaisantie sur les valeurs, les raisons ou les règles de validité d'un contrat. Ils ont référé aux droits des obligations. C'est la loi de passation des marchés publics. Parce que c'est un contrat public. Les marchés publics sont régis par une loi spéciale. En droit, quand il y a une loi spéciale et vous avez une loi générale, on se réfère à la loi spéciale, contrairement à la loi générale. Maintenant, il y a un autre élément que j'ai remarqué aussi. Dans ce procès, c'est le contrôle ou la gestion des clients. Un avocat, tu dois préparer ton client. Tu ne peux pas suivre le lead du client. Je me souviens quand nous étions encore jeunes étudiants et nous avons un cours avec le feu colonel Akele. Le colonel Akele nous a dit ceci, et c'est lui qui nous a donné le cours d'organisation et compétences judiciaires au CJ. Il dit, lorsque vous avez un client, il faut rappeler à votre client qu'au tribunal, le juge est un juriste.
Le ministère public est un juriste. L'avocat est un juriste. Le client est la seule personne qui ne comprend pas le langage juridique. Donc, vous devez préparer votre client. Informez-lui des différents moments forts du procès ou de l'audience. Voilà, à tel moment, voilà ce qu'ils sont en train de regarder, voilà comment il faut parler. Voilà, l'instruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire le ministère public est en train de démontrer au juge que les accusations là qu'il a portées contre nous sont vraies. Donc, nous devons parler comme si, parler comme... Nous devons faire attention. On n'a pas préparé des clients. On a vu des clients passer aux aveux judiciaires. Et puis, il y a un avocat qui a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, mais monsieur le juge, c'est l'administration de la preuve. Oui. Mais l'aveu est une preuve en droit. C'est la meilleure des preuves. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un accusé qui vient, qui dit, moi, j'ai fait ceci. Ce que vous dites là, je l'ai fait. Et l'avocate qui dit, mais monsieur le juge, ce n'est pas parce que mon client a dit qu'il a fait ceci que vous allez le retenir contre lui. Donc si moi je viens, je vous dis, j'ai tué quelqu'un, vous allez me mettre en prison. Mais oui, qu'on va te mettre en prison. Toi, tu vas au parquet devant le ministère public, parce que le ministère public représente le parquet. Tu vas devant le ministère public avouer un crime et tu crois que tu vas rentrer chez toi. Donc, moi, je quitte chez moi, je vais au parquet de Matete. Quand j'entre, oui, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, moi, là, je viens de tuer quelqu'un. Ah, bon, ça va, madame, comme on n'a pas vu de cadavre, on n'a pas vu l'arme du crime, donc rentre chez toi. Non! Mais ma soeur, tu seras mise en arrêt. Oui! L'aveu est une preuve. Et l'aveu est la meilleure de preuves. On a vu des clients qui ont fait des déclarations lourdes en conséquence. On accuse ton client de corruption. Jamal est accusé de corruption. Et on voit son avocate qui se lève et qui dit, monsieur le juge, qui d'entre nous n'a jamais été content d'arriver dans un bureau et que quelqu'un l'aide? Qui n'a jamais donné un présent parce qu'on vous a aidé dans un dossier? Aïe! J'ai eu froid. J'ai entendu ça, j'ai eu froid. Est-ce que tu as lu la loi? Le professeur Moukadi, mon maître, nous disait toujours, que dit la loi? Parce que si tu as lu la définition de l'infraction de corruption, tu ne peux pas faire ce genre de déclaration-là. Ce n'est pas parce que il y a une tradition dans la société que ça devient la loi. La loi est claire. La corruption, c'est le fait de recevoir un bien ou un présent ou une valeur pour faire quelque chose qui rentre dans le cadre de vos obligations d'emploi. Directement ou par personne interposée. Je travaille à la poste, je suis facteur. Quand je vais livrer des lettres, je ne dois pas m'attendre à ce que les gens me donnent l'argent parce que je livre des lettres. C'est mon travail. Si je prends un 5 francs parce que quelqu'un m'a donné, ça c'est de la corruption. Je prends l'argent pour faire mon travail. Le pourboire, c'est dans des restaurants. Le pourboire n'existe pas dans l'administration publique. Si je suis un serveur dans un restaurant ou une serveuse, je sers un plat, oui, un client peut me donner un pourboire et puis à la fin du mois, j'ai mon salaire. Ça, c'est permis, c'est connu et c'est même dans la loi du travail, dans le code du travail. Mais toi, tu travailles dans une administration publique. Un avocat en pleine audience, en plaidoirie d'une accusation de corruption. Tu viens dire, monsieur le juge, combien de fois n'avions-nous pas donné des présents à quelqu'un parce qu'il nous a rendu service dans un bureau? Are you mad? Hey. J'ai eu froid. Les clients ont fait des déclarations lourdes de conséquences. Est-ce qu'on a préparé Jamal? Est-ce qu'on lui a expliqué c'est quoi la loi ou l'infraction des blanchiments des capitaux? Le ministère public a bien dit que l'infraction des blanchiments des capitaux avait deux volets. Blanchiment des capitaux et puis financement du terrorisme. Selon la loi sur le blanchiment des capitaux, une personne, tu ne peux pas faire un transfert de devises à l'étranger de plus de 10 000 $. Si je veux transférer 5 000 $,
9 999 ou 9 999. Mais du moment que c'est 10 000 et plus, tu dois avoir l'aval de la Banque centrale. Tu dois passer par ta banque. Et je pense qu'il y a le directeur de la Banque centrale qui était venu comme témoin l'autre fois qui a expliqué que lorsqu'on fait ce genre de transfert de capitaux, il y a un document que la personne doit souscrire, une déclaration d'importation, d'exportation, je pense, où tu vas dire pourquoi tu transfères cet argent-là. Si tu achètes des choses, tu dois donner la facture pro forma de la compagnie où tu achètes les biens, puisque les mêmes devises que tu exportes doivent correspondre à la valeur marchande des biens que tu importes. Ça, c'est dans la loi sur les blanchiments des capitaux, qui est le soubassement de l'accusation de blanchiment contre Jamal. Et on pose la question à Jamal, où sont passés les 10 millions? Jamal qui répond, tranquillement, ses avocats sont là, sur leur téléphone. Il dit, mais moi je suis un commerçant. J'ai des comptes en Liban, j'ai des comptes à Turquie. C'est mon argent, j'ai transféré au Liban pour aller fournir mon compte à Liban. Où est le problème? Où est le problème? En pleine audience, aucun avocat n'a réagi. C'était le moment de réagir, de dire non, monsieur le président ou monsieur le juge, nous voulons compléter notre client, il n'a pas bien compris la question. Dites quelque chose, amenez-le à refaire. C'est un aveu judiciaire. Il peut plaider peut-être l'incompréhension. Non, je ne me suis pas bien exprimé. Mais do something, anything. Faites quelque chose. Les clients ou les prévenus n'étaient pas préparés. Prévenu Mouima, accusé de détournement des deniers publics. On t'a donné l'argent pour aller dédouaner des conteneurs. Où est l'argent? Oh, moi, voilà, on m'a donné l'argent, on m'a envoyé en mission, on ne m'a pas donné les frais de mission. Je paye à manger, je paye. Les avocats sont assis. On a donné l'argent pour aller payer l'hôtel. En pleine audience. Des aveux. Et le jour de la plaidoirie, les avocats disent, oh, on ne nous a pas prouvé les liens de caille. Vous devez être attentif à ce que disent vos clients. En fait, vous devriez les préparer. Les témoins ont défilé devant le tribunal. Ce n'était pas un balai. Ce n'était pas un balai. Le témoignage est une preuve. En droit, il y a différentes catégories de preuves. Même s'il y a différentes catégories de preuves, en droit pénal, les preuves ne sont pas hiérarchisées, mais elles sont catégorisées pareil. Vous avez les écrits, vous avez les preuves, vous avez les éléments matériels, vous avez les aveux, vous avez les témoignages, j'allais dire, les témoignages. Nous voyons le jour de la plaidoirie. Au moment de la réplique, l'avocat de Kamere qui brandit une vidéo au micro. J'ai regardé, j'ai dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La vidéo est un élément matériel. C'est une preuve. Est-ce que vous l'avez versé au dossier? Quand tu brandis la vidéo au micro, est-ce que c'est pour le juge ou c'est pour le public? Si c'est pour le juge, donc c'est une preuve qu'on appelle élément matériel. Il y a une façon d'administrer cette preuve-là, de la verser au dossier pour que le juge se base sur cette preuve quand il va rendre sa décision. Ou bien c'était pour le public. Mais si c'est pour le public, ok, peut-être pour ceux qui n'avaient pas écouté le discours du chef de l'État, ils ont écouté maintenant le discours, mais quelle est la conséquence? Est-ce que c'est le public qui va trancher ou c'est le juge? Tout ce qui se fait à la barre, l'objectif ou la personne qui doit attirer l'attention de l'avocat, c'est le juge. Nous parlons au juge parce que c'est lui qui va trancher. Et c'est lui qu'il faut essayer de convaincre, pas le public. Mais on dirait que Kamere et ses avocats ont transformé le procès en un plaidoyer auprès du public. C'est bien pour informer la population congolaise comment les choses étaient faites, mais par rapport à l'issue pénale, ce n'était pas une bonne stratégie du tout. Ce n'était pas du tout une bonne stratégie. Voilà quelques éléments, chers amis, que j'avais relevés de ce procès-là, surtout pour les juristes. Moi, je suis resté sur ma soif. Oui, le procès avait un objectif pédagogique, mais on est passé à côté de cette chance-là d'apprendre aux jeunes juristes, d'apprendre aux gens des notions de droit. Au contraire, on nous a donné un spectacle de confusion, de mélange et d'amalgame de notions de droit qui m'a donné envie de vomir.
Comment voulez-vous? Il y a même un moment, le juge a posé la question à un avocat. Il dit, est-ce que c'est votre premier procès pénal? Écoutez, tout le monde a toujours une première fois. Tout le monde a toujours une première fois. Il n'y a pas de mal à avoir une première fois. Dites-le au juge. Le juge n'est pas là pour vous condamner. Il est là pour trancher. Il est là pour trancher. Il a un problème ni avec les prévenus, ni avec le ministère public, ni avec la partie civile. Mais si vous dites au juge, oui, c'est la première fois, il peut vous orienter. Mais ce sera bizarre que ce soit au juge de vous orienter alors que vous avez un ancien bâtonnier dans votre équipe. Ou vous ne l'écoutez pas, vous êtes têtu, comme vous avez pour montrer que vous êtes têtu devant le tribunal, on vous dit que vous n'avez plus la parole, vous continuez à parler, ou il y a un sérieux problème de formation. Je commence à penser, comme certains amis, qu'il y a lieu peut-être au niveau de la RDC de faire l'école du barreau. Parce que vous savez, les amis, chez nous, comment ça se passe? Dans les pays anglo-saxons, ils ont ce qu'on appelle l'école du barreau. Mais au Congo, là, dans les systèmes romano-germaniques, donnez-moi juste un instant. Je suis en train de vérifier. Je suis désolée, veuillez m'excuser, chers amis, j'ai très chaud, je voulais... Ma clim, elle ne fonctionne pas. Ma clim, elle ne fonctionne pas. En tout cas, dans les pays romano-germaniques, il y a l'école du barreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais tes études de droit et tu finis, tu as ton bac en droit, tu vas aller à l'école du barreau. Que tu veuilles devenir avocat, que tu veuilles devenir magistrat, que tu veuilles être conseiller juridique pour travailler dans une entreprise, tu vas aller dans l'école du barreau. Tout le monde va à l'école du barreau. Et quand tu vas à l'école du barreau, on vous rappelle, parce que vous l'avez déjà appris à l'école, mais on vous rappelle de façon plus pratique. Maintenant, on met l'accent sur les éléments pratiques. Comment est-ce qu'un procès se fait? Quand j'ai un dossier, je commence par où? Je commence par le greffe, j'ouvre le dossier, j'ai le numéro, je vais signifier à la partie opposée. Si j'ai des éléments de preuve, comment je verse la preuve au dossier du tribunal pour que le tribunal... Parce qu'il y a des avocats qui ont perdu des procès avec la preuve en main parce que tu n'as pas versé la preuve au dossier. Comme le monsieur avec sa vidéo à la dernière minute, on vous explique. Si tu as un procès pénal, tu vas commencer par où? Le procès pénal, toi l'avocat de la défense, tu attends le dossier de la couronne ou du ministère public. C'est eux qui t'accusent. Ils vont te transférer le dossier et puis où tu vas aller voir, tu vas aller te renseigner, lire le dossier au niveau du greffe pour savoir quels sont les éléments, puisque tu accompagnes déjà ton client au niveau des auditions. Et puis quand tu es dans une entreprise, puisqu'il y en a qui ne veulent pas être magistrats, ils ne veulent pas être avocats, ils ne veulent rien savoir des tribunaux, ils veulent travailler dans une entreprise. On t'apprend maintenant, quand tu es dans une entreprise, un avocat d'affaires, qu'est-ce que tu dois savoir? Comment interpréter un bilan? Comment comprendre la fiscalité d'une entreprise? Comment tu vas dire que cette entreprise est en santé? Quand le management team, quand le conseil d'administration décide d'aller acheter une autre entreprise, qu'est-ce que tu vas leur donner comme conseil? Est-ce que nous avons les reins solides? Quelle est la fiscalité de l'entreprise? Comment tu vas interpréter quelles sont les relations avec les fournisseurs? On va vous apprendre la comptabilité de l'entreprise. Un avocat d'affaires doit la comprendre. Parce que c'est la force de l'entreprise. Les différentes actions que l'entreprise est une personne morale. Elle travaille par ses administrateurs et puis sa force, c'est son patrimoine. Est-ce qu'elle a l'argent? Quand je regarde le bilan, moi je suis conseiller juridique, on vient me dire on va acheter une entreprise. Ça, c'est ce que peut-être le directeur des affaires me dit. Mais quel est le conseil que moi je vais donner quand on me montre le bilan? Qu'est-ce que je dois regarder pour savoir que l'entreprise est en bonne santé? La comptabilité de l'entreprise, la fiscalité de l'entreprise, le financement d'une entreprise. On va tout vous apprendre. Et puis, on va vous apprendre dans un dossier de famille comment on calcule les droits de visite. Il y a les parents qui se séparent. Tel à 40%, 70%. Ça donne combien de jours? Ça donne combien d'heures? Comment est-ce qu'il faut calculer la pension alimentaire? Quand les gens se divorcent, comment est-ce qu'il faut partager le patrimoine familial? Comment on liquide le régime matrimonial? Tout ça, on va vous expliquer. On va vous expliquer et puis vous passez l'examen du barreau. Si tu réussis, maintenant tu vas faire ton stage. C'est au moment du stage que les gens commencent un peu à prendre les couleurs. Parce que tu vas aller faire ton stage dans un endroit qui prévoit ou qui prédit ce que tu veux faire. Il y en a qui vont dire, bon, moi je vais aller faire mon stage auprès d'un juge parce que je veux savoir comment est-ce que l'administration d'un tribunal, quel est le travail d'un juge en chef.
qui distribue les dossiers auprès des juges, quel est le travail du greffier, le greffier spécial, comment est-ce que ça se passe dans un tribunal. Quelqu'un peut dire, non, moi je vais aller maintenant faire mon stage dans une entreprise pour voir les vraies choses. C'est quoi le bilan? Qu'est-ce qui rentre dans les bilans? Quand on dit les fonds d'entreprise, c'est où dans l'entreprise? Est-ce que c'est dans les livres? C'est au sous-sol? Tu commences à voir des vraies choses. Et puis, il y en a qui vont dire, moi, je vais aller dans un cabinet en immigration parce que c'est les droits administratifs. Et puis, on va vous expliquer à l'école du barreau, c'est quoi les droits administratifs? C'est quoi un acte administratif? Comment on l'attaque? Toi, tu vas maintenant faire les droits administratifs ou tu vas travailler dans une ville ou dans une municipalité. Tu commences à comprendre. Et puis après, tu vas aller travailler là où tu penses que tu es le plus attiré, le domaine du droit qui t'intéresse. Dans le système romano-germanique qui est le nôtre, République démocratique du Congo, tu fais ton droit. Une fois que tu es licencié, c'est de là que les gens commencent à se séparer. Si tu à la collation des grades, par exemple, tu dis, moi, les tribunaux, là, je n'aime pas, magistrat, avocat, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais être conseiller juridique dans une entreprise. Moi, c'est vraiment les affaires qui m'intéressent. Je peux, après ma collation, je vais travailler dans une entreprise. On m'engage, par exemple, à Midema, je dis n'importe quoi, mais Midema m'engage. Après ma collation, le lendemain, je prends ma veste, je mets mes chaussures, je vais travailler à Midema, conseiller juridique. Et je commence mon travail. Si je veux aller au barreau, je dois trouver un cabinet pour faire mon stage. L'inspection du barreau va venir inspecter pour voir que l'endroit est vraiment prédisposé à ce qu'un avocat stagiaire puisse travailler. Parce qu'un avocat stagiaire, c'est un avocat qui pose les actes d'avocat sous la supervision d'un avocat plus rodé, communément qu'on appelle caïman. Il faut que le bureau soit fermé pour la confidentialité des entretiens avec des clients. Peu importe. Bref, si tu trouves un cabinet, tu commences ton stage. Le stage est pour 2 ans. Et puis, on t'évalue à chaque 6 mois. Au bout de 2 ans, si tu as accompli ton stage, tu quittes la liste des avocats stagiaires. On va t'inscrire maintenant sur le tableau de l'ordre. Maintenant, si tu veux être magistrat, tu vas attendre le concours de la magistrature. Chez nous, le concours de la magistrature, à moins que ça n'ait changé, mais jusqu'aux dernières informations que j'avais selon la loi sur la magistrature, c'est chaque 3 ans. Il y a un concours de la magistrature à chaque 3 ans. Si, par exemple, l'année que toi, tu as fini tes études correspond avec l'année des recrutements, tu peux t'enregistrer au concours de la magistrature. Si tu réussis, on te retient, mais tu commences dans la magistrature, peut-être comme substitut du procureur, et puis tu vas commencer à monter les essais. Fait qu'au bout du compte, vous n'aurez pas tous la même formation. Il peut y avoir des disparités. Celui qui allait en entreprise, il n'a jamais vu un greffe. Si tu lui dis grosse copie, il ne sait pas c'est quoi. Mais celui qui a fait le stage au cabinet, tu dis grosse copie, il sait que c'est la copie du jugement qu'on donne aux parties. Quand tu vas au greffe, on appelle ça grosse copie. C'est la copie qu'on donne aux parties. Et puis tu peux la photocopier, elle devient copie conforme, mais c'est ta copie du jugement, on appelle ça grosse copie. Si tu dis à un avocat qui est en entreprise, assignation, il ne connaît pas et puis il n'a pas besoin de connaître parce que ça ne rentre pas dans le genre des actes qu'il pose en tant qu'avocat. Et je pense que c'est là que ça pose problème. Puisque les gens vont faire leur stage dans des cabinets, on se rend compte que différents cabinets, différents encadrements, différentes connaissances. Ce n'est pas normal. Dans un procès comme celui-ci, on te dit que c'est un contrat de marché public. Toi, tu viens, tu commences à plaider le code des obligations. Ce n'est pas normal. Dans un procès comme celui-ci, tu viens le jour de la plaidoirie soulever une exception déclinatoire des compétences. Ce n'est pas normal. Et il y a des avocats rodés qui appuient ça. Oui, oui, monsieur le juge, vous devez nous répondre. Non. Il doit y avoir, moi je pense là, il faut qu'on fasse une demande de l'école du barreau pour vraiment qu'on puisse améliorer un peu l'apprentissage du droit. On a des connaissances au Congo. On a des connaissances, on a des compétences, mais il faut donner la chance aux gens d'apprendre parce que non, on ne peut pas confondre une exception d'ordre public avec une nullité d'ordre public. C'est deux choses. L'exception est un obstacle, la nullité est une sanction. On appelle les exceptions les incidents d'audience parce que ça empêche au juge d'avancer. Quand il y a une exception déclinatoire surtout, ça veut dire où le juge doit dire je décline, je ne suis pas compétent. Il doit y avoir un jugement avant de dire droit. C'est différent d'une nullité absolue. C'est différent.
Donc, ne confondez pas les notions. Et puis, nous avons vu des avocats qui confondaient les notions de juge et de parquet. Même si le juge, dans sa stature, si je peux dire, sa définition, son emploi, c'est un magistrat, mais il y a une différence entre les juges et les parquets. Et lorsque nous apprenons le cours de l'organisation en compétences judiciaires, on dit que les juges sont des magistrats de siège parce qu'ils s'assoient pour trancher. Ils ne sont pas là en train de rechercher des infractions. Alors vous venez parler, vous dites, il y a des avocats qui disent non, l'instruction a commencé au parquet de Matete qui n'est pas le juge naturel de notre client. Non, ne confondez pas le parquet avec le tribunal. Le parquet, c'est le ministère public, c'est la poursuite. Le siège, c'est autre chose. C'est autre chose. On vous a parlé de l'unicité du ministère public. Et le code de procédure pénale, je pense sous le code d'organisation et compétences judiciaires, dit que le procureur général peut donner instruction au procureur dans toute... Il a une compétence générale, je pense que c'est l'article 71. Le procureur général a une compétence générale à ne pas confondre avec le juge. Et puis, on a parlé des notions pour lesquelles on a pris le temps au lieu de plaider le droit. Vous nous avez privé l'occasion d'avoir une plaidoirie sur la loi, sur le blanchiment d'argent. Est-ce qu'il y a déjà eu des jugements par rapport à cette loi-là dans notre jurisprudence, dans notre arsenal juridique? L'infraction de détournement, combien de jugements il y a déjà eu? Et en l'espace de combien de temps? Les anciennes décisions de la Cour suprême, c'était dans les années 80. Des années 1984 à l'année 2020, est-ce qu'il y a eu des jugements? C'est l'occasion de donner aux gens l'information, donner aux gens du droit. Pas venir nous dire des affaires, des exceptions, in elitis, que vous soulevez à la fin du procès. Des confusions sur des notions élémentaires du droit. Moi, ça m'a interpellé. Et puis, un manque de discipline, une impréparation. On dit des choses... Des choses lourdes de conséquences. En pleine audience. Et les avocats sont là. Ils laissent faire. Pourquoi? Parce que les avocats étaient distraits. J'ai même vu des séquences où les avocats se disputaient pour prendre la parole. À un moment donné, il y a des avocats de Jamal, celui-ci, ils étaient tous là, monsieur le juge, monsieur le juge, monsieur le juge. Et puis à un moment, le juge ne les regardait plus parce qu'il les avait déjà rappelés à l'ordre, je pense, 3 ou 4 fois. Il regardait, je crois, l'avocat de monsieur Kamere. Puis les avocats déjà, ils ont même oublié qu'ils étaient à côté du micro. Et puis l'un qui dit à son ami, mais il faut na lobati, mais il faut na lobati, aïe! On est où? Le jour de la plaidoirie, il y a l'autre avocate, la dame, qui se lève en réplique pour parler. Elle parle. Elle veut faire la conclusion de sa réplique. Elle veut faire la demande réconventionnelle. Et il y a un avocat qui la tire par la toge. Elle arrête de parler, filmer. Elle se retourne. Et puis elle dit, mais c'est comme ça que je devais le dire, non? Vous voulez faire croire aux gens que c'est ça, les avocats congolais? Non. Non. Ce n'est pas vraiment pour prendre parti pris, mais j'ai beaucoup apprécié la prestance des avocats de la partie civile. J'ai apprécié la prestance des avocats de la partie civile. Maître Koko Kayou dit chapeau bas. Professeur Kalouba, chapeau bas. Ils étaient très polis envers le tribunal, pertinents et structurés dans leur présentation. Quand ils ont pris la parole, vous sentez qu'il va d'un point A vers un point B. Les autres avocats, quand ils prennent la parole, vous ne savez pas, ils viennent d'où et ils vont où. Vous voyez quelqu'un qui commence à vous parler, il commence à vous parler de quoi? Il commence à vous parler d'une exception. L'exception vise la forme. Et puis il finit par parler des éléments constitutifs de l'infraction. Les éléments constitutifs de l'infraction, c'est le fond. Tu ne peux pas sauter de la forme au fond. Tu sautes comme ça, comme un équilibriste. Non. Ou tu es sur la forme, ou tu es dans le fond. Puis vous voyez des gens qui viennent en réplique
commencer à donner des arguments. Quand tu donnes tes arguments en réplique, comment les autres vont réagir? Ça veut dire toi-même, tu as décidé que le juge a tranché. Puis il y a des avocats qui viennent dire. Je me souviens lorsque nous étions en train de... Quand j'étais encore toute jeune là, au début de mes amours avec le droit, lorsque je faisais mes humanités littéraires, on avait étudié l'histoire d'un grand orateur romain qu'on appelait Cicéron. Cicéron était un grand orateur. Il gagnait tous les procès sauf le Pro-Miloné. Il a fait un procès qu'on appelle Pro-Miloné qu'il a perdu et c'est le seul procès qu'il a perdu. Mais ce qui l'a rendu célèbre, c'est que même lorsqu'il a pris le dossier de Pro-Miloné, tout le monde savait que Milan allait être condamné. Il a tué Claudius Pulcher. Mais Cicéron a pris le dossier, il l'a défendu jusqu'au bout. In fact, l'audience, l'histoire raconte que l'audience ne s'était pas terminée. La façon que Cicéron défendait Milan, le peuple avait l'impression que les juges allaient libérer Milan. Et ils ont créé une émeute, le tribunal, l'audience est terminée en quête des poissons. Ils ont suivi Milan et puis ils l'ont attrapé pour aller le lyncher parce qu'il avait tué Claudius Pulcher. Mais nous avons vu lors du procès de Caméré, des avocats qui viennent, qui disent, monsieur le juge, je sais que vous avez déjà votre position. Je donne ma main à couper si mon client est libéré. Mais ça, c'est contre la déontologie des avocats. Tu ne viens pas plaider la condamnation de ton client, je suis désolé. Tu ne viens pas plaider la condamnation de ton client jusqu'au jour du jugement. Il y a toujours une chance de sauver ton client. Même si tu vois que la situation est désespérée, dans ton désespoir là, tu cherches où t'accrocher, en droit bien sûr. Tu t'accroches et tu défends avec conviction. Tu ne peux pas venir à la barre, ah oui, voilà, oui, nous savons que vous avez déjà condamné mon client. Oh, c'est quelle déontologie ça? C'est quelle déontologie? Oh, j'ai mis ma main à couper. Mais va te faire couper ta main ailleurs si tu veux être manchot. Mais viens faire ton travail d'avocat. Tu défends ton client jusqu'au bout. Moi, ça m'a peiné. Ça m'a peiné. C'est toi le professionnel en droit. C'est toi qui dois expliquer à ton client, voilà, nous allons cheminer comme ça. Tu ne veux pas abdiquer, à moins de venir dire, voilà, je plaide coupable. Maintenant, tu commences à faire ta plaidoirie pour obtenir des circonstances atténuantes qui vont réduire la peine. Mais tu ne peux pas plaider non coupable. Et puis tu dis, bon, je sais que vous allez condamner mon client. Tu sais ça sur quelle base? Tu es devenu Dieu, tu sondes le cœur et les reins, ou tu le souhaites. Maintenant, si on commence à se poser la question, tu sais où tu le souhaites, ça veut dire que toi, tu commences à témoigner. Tu témoignes, tu es témoin ou tu es avocat? Soyons sérieux. Ça là, ce n'est pas l'échantillon des juristes congolais, je suis désolé. Encore moins des avocats congolais. Il y a des avocats compétents, il y a des avocats vraiment intelligents qui auraient bien pu faire le travail que c'est qu'on nous a présenté. Moi, je suis désolé. Vous pouvez drainer derrière vous autant d'années de carrière, mais ce que vous nous avez présenté, c'était une occasion d'approfondir le droit, de nous donner une présentation qui va permettre à ce que le droit congolais puisse évoluer. Vulgariser aussi pour le peuple, pardon, pourquoi pas? Vous avez dit que le procès avait un aspect pédagogique, mais en tout cas. Bon, chers amis, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'était les points que j'avais énumérés pour parler, échanger avec vous. J'ai parlé du décorum devant le tribunal. On a vu des avocats impolis, ça ne se fait pas. La déontologie des avocats au niveau du barreau au Congo demande la déférence, le respect pour le tribunal. Quand on ne vous donne pas la parole, on ne vous donne pas la parole. Nous avons parlé de la discipline. On a vu une indiscipline des avocats dans une équipe qui s'est disputé la parole entre eux. Ça ne donne pas une bonne image. Nous avons vu des avocats distraits parce qu'ils ont plaidé sur des éléments qui n'ont rien à voir avec les chefs d'accusation qui étaient pointés contre leurs clients. On a accusé les clients de détournement, de corruption, de blanchiment d'argent. Mais nous avons vu des avocats venir plaider du vol, nous parler des vols. On a vu des avocats venir nous parler d'enrichissement injustifié. On a vu des avocats venir nous parler d'enrichissement sans cause. Ça n'a rien à voir avec les éléments constitutifs de détournement. Ne soyez pas distraits, soyez attentifs à l'audience. Prenez des notes au besoin, il n'y a pas de mal à ça.
Posez des questions s'il y a des déclarations que vous n'avez pas compris, mais vous devez aller droit au but. Ne venez pas faire ce que le professeur Lukombe appelait un vagabondage juridique. Donc tu vas en promenade en disant des choses qui n'ont ni tête ni queue par rapport à la question et puis tu es satisfait que non, j'ai parlé. Non, nous avons parlé de la confusion des concepts. Il y a une confusion nette entre la nullité et l'exception. La nullité est une sanction en droit, l'exception est un incident. L'exception doit être soulevée. Une exception, par exemple, d'ordre public, elle peut être soulevée par tout le monde, elle peut être soulevée en tout temps, mais elle peut pas être soulevée à contre-temps. Exemple, une exception déclinatoire ne se soulève pas le jour de la plaidoirie à la fin de l'audience. In elimine litis, ça ne veut pas dire au début de l'audience, du jour de l'audience, non. In elimine litis veut dire au début du procès. Le premier jour de comparution, c'est ce jour-là que vous soulevez votre exception. Obscuri libelli, tu ne soulèves pas l'obscuri libelli, ça veut dire une accusation floue et alambiquée le jour de la plaidoirie. On ne plaide pas pendant le moment de la réplique. La réplique, c'est pour attaquer les points qui vous ont été, les pics qui vous ont été lancés ou préciser certains éléments pertinents pour lesquels auxquels nous voulons que le juge prête une attention. On ne vient pas, on ne plaide pas et puis on vient plaider au moment de la réplique. Non. Et puis on ne mélange pas les domaines de droit. Le droit est un domaine avec plusieurs tiroirs. En droit, lorsqu'il y a des notions générales et puis il y a une loi spéciale qui s'occupe d'une question précise, on réfère à la loi spéciale. Il faut écouter les chefs d'accusation, aller lire le texte de loi pour savoir quels sont les éléments constitutifs de l'infraction auxquels vous allez vous attaquer. Donc, chers amis, voilà un peu en gros. Je pense qu'on a pris beaucoup de temps, mais ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Moi, je voulais vraiment l'expliciter comme ça parce que la vidéo d'aujourd'hui, bon, c'est pas de la discrimination. C'est pas comme si j'aime pas tous mes amis. J'aime tous mes amis. Mais ma vidéo d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour nos amis juristes. Pour ceux qui sont encore en train d'étudier le droit. Pour nos amis juristes qui sont des praticiens en droit. Nous avons pertinent au Congo. Le procès camerounais ne nous a donné qu'un faible échantillon de ce que nous pouvons avoir comme avocat. Moi, je n'ai vu... J'étais très, très emballée pour les interventions du bâtonnier Koko Kayudi, les interventions de Maître Kalouba. Et pourtant, dans les autres équipes, on avait des grosses pointures. Dans l'équipe de Cameroun, on avait le professeur Niabiru Moumenesonga. Bon, à moins qu'il se soit, finalement, il ait changé d'avis parce qu'il y avait une reproche qui lui a été faite le premier jour qu'il était l'avocat de la République, en ceci qu'il était l'avocat de la DGDRAD, je pense. Et puis il est devenu être l'avocat encore d'une partie qui est adversaire à la République dans un procès, ce qui est contraire à la déontologie. Bon, je ne l'ai plus revu, peut-être qu'il était parti, mais les autres avocats sont des grosses pointures. Je me souviens de Maître Tamirira, lorsque nous étions encore des jeunes étudiants, là on allait au tribunal pour regarder les procès, comment ça se passe. Ce sont des gens, quand ils parlaient, vous vous nourrissez de leurs mots. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu ça, on n'a pas senti. On avait l'ancien bâtonnier Mbouletang. Moi, je me disais, est-ce que c'est le poids de l'âge? Le vieux est fatigué. Mais les avocats qui étaient avec lui, d'une indiscipline. Ce n'est pas plus tu es indiscipliné ou plus tu es insolent, plus tu es impertinent. Non. Pour me paraphraser clairement en lingala, aucun vous qu'à tribunal. On respecte les tribunaux, vous qu'à tribunal. Oui, monsieur le juge, je veux parler. Qui enquêté? Respect. Respect. Courtoisie. Vous pouvez être en désaccord dans le respect, dans la courtoisie. Vous ne pouvez pas venir dire au tribunal, vous là, nous savons où est-ce que vous vous en allez. C'est très impoli, c'est tendancieux. Bon, ça c'est ce que moi j'avais prévu pour nous. Même ceux qui ne sont pas juristes, si ça vous intéresse, j'en suis heureuse. Mais j'ai voulu vraiment relever ces points parce que ça m'est taraudé dans l'esprit. J'ai dit, mais comment on vient dans un procès où l'on doit plaider contre la corruption et on parle d'enrichissement injustifié? Ça vient d'où? L'enrichissement injustifié, c'est en droit civil. Loin, loin, loin là-bas en droit civil. Vous venez parler des contrats sous seing privé alors qu'on vous parle d'un contrat des marchés publics. Ça vient d'où? C'est loin, 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 loin. Vous venez parler d'une mauvaise saisine le jour de la plaidoirie, après 4 audiences, après l'instruction,
Après que vous ayez appelé des témoins, que vous ayez écouté des témoins, vous dites non, le tribunal est mal saisi. Vous parlez de l'obscuri libelli. Après que vous ayez fait l'instruction, mais vous faisiez l'instruction sur base de quoi? S'il y avait obscuri libelli. Donc, je vais maintenant saluer mes amis parce que j'ai fini. Merci beaucoup pour votre temps. Hein. C'est vraiment apprécié. Tosso la pécala. Quand les messages passent comme ça pendant que moi je n'ai pas la capacité de lire. J'essaie, mais ça me distrait tout le temps parce que ce que je vous dis, j'essaie de préparer mes points. Je regarde pour vous des textes des lois et puis... Bonsoir, coucou, Patrick Kassanda. Oh, the woman of God, Nathalie Monika Toumba, je te fais un gros bisou. Bonsoir, Mathieu Kaneki. Watafar, Wakutuma, my man. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Jean-Paul. Bonsoir, Roger Kayembe. Bonsoir, Ngouli. Nadaker Litzgart. Ngouli de Maître Ngandou. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Bonsoir, Bart Boana. Oui, Watafar, je suis d'accord avec toi. Un jugement très motivé, mais des plaidoiries... trop. Bart Boana, bonsoir. Bonsoir, Papa Mouchagaloussa. Bonsoir, Paulin Apipila. Prince Moubi, bonsoir. Jean-Marie Katumba, bonsoir. Bonsoir, Dantim. Shalom. Félix Marie Kassonga, bonsoir. Bonsoir, Maman Odi, ça va? Roi Salomon, je te salue. Bonsoir, Nabou. Nabou, je dois t'appeler. Hein? Regarde toi-même mes cheveux. Bonsoir, Louska. Je te fais de gros bisous. Bonsoir, Ndav Tumba, ça va? Jean-Luc Kenge, bonsoir. Bonsoir, Jerry Moussinga. Bonsoir, Chiba. Bonsoir, Yasmine. Bonsoir, Charlie. Chakena, bonsoir, Laurent Bombo. Comment ça va? Bon, moi, je ne pouvais pas faire des vidéos pendant qu'il y avait le procès, hein, encore aussi par retenue professionnelle, par respect pour les collègues. Là, maintenant, il y a eu un jugement. On peut dire que le procès est derrière nous, sauf si les parties décident de faire appel. Là, nous allons suivre le procès en appel en espérant qu'ils vont aussi obtenir la diffusion en direct en appel. Mais non, par respect pour les collègues, on ne pouvait pas faire des commentaires pendant le procès. Non, ça ne se fait pas. Après le procès, oui, on peut maintenant commenter parce que c'est maintenant devenu un événement de l'histoire. C'est passé, on peut en parler. Bonsoir, JR Amadja. Oh, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. All the way from Colorado. Louska, faire les vidéos la journée. Je vais voir. En répondant à ta question, je vais profiter de faire une petite parenthèse. Puis j'ai vu Papa Mouchagalou, ça, je vais faire une parenthèse. J'avais pensé, mais ça m'est sorti de l'esprit. D'abord, je vais réitérer mes excuses. J'ai fait une publication hier. Je me suis vraiment excusée par rapport aux amis. J'ai fait une publication par rapport à la situation qui s'est vissée hier samedi à Bukavu, après le prononcé du jugement. Nous avons appris, moi j'ai appris et j'ai eu des informations qu'il y avait des perturbations. Lorsque j'ai eu ces informations, on nous a dit qu'il y aurait une personne qui a été tuée. En fait, Dieu merci, la personne n'a pas été tuée. Elle a été visitée par des éléments non identifiés. C'est un professeur qui a un garde du corps. Son garde du corps a été grièvement blessé. On craint pour sa vie, mais pour le moment, sa situation est stable. Lui-même a été agressé. On pensait qu'il était mort, mais il n'est pas mort. Dieu merci. Alors, à ce moment-là, j'ai fait une publication parce que, bon, nous avions eu des bruits. Il y avait des bruits que, voilà, il y a des gens qui se disent que si Kamer est condamné, ils vont faire la peau aux Kassaïens, ils vont faire la peau au Balouba. Je ne comprends pas cette logique-là. Je ne comprends pas ce lien entre le procès de Kamer et les Balouba. Il faut vraiment arrêter avec cette folie-là. Il faut arrêter. Les Balouba, ce sont des Congolais. Ils ont le droit de respirer comme tout le monde. Et s'ils font des gaffes, ils vont être repris par la justice comme tout le monde. Il n'y a pas de lien à faire avec ça. Fait que j'ai fait une publication pour demander à nos frères et sœurs du Kivu d'arrêter cette folie, aux leaders
du Kivu de parler à ces jeunes, parce que c'est sûr que ce sont des jeunes incontrôlés. Moi, je parle avec les gens qui sont du Sud Kivu, qui sont ici ou qui sont à Kinshasa. Beaucoup de gens ne partagent pas cette opinion-là. Mais malheureusement, c'est souvent des petits groupes comme ça qui causent du tort aux autres. C'est souvent des petits groupes comme ça. Des petits groupes incontrôlés. On dit souvent en lingala, donc vous avez des groupes de gens incontrôlés qui vont faire des débordements. Et puis il y a des amis qui m'ont écrit, non, voilà, tu es en train de publier des fake news. Je ne publie pas des fake news, sérieusement. Bon, Facebook, ce sont des réseaux sociaux. Facebook, ce n'est pas une chaire scientifique où tu dois venir donner la preuve des sources de tout ce que tu dis ou de tout ce que tu fais. Les gens publient ce qu'ils veulent. Les gens publient ce qui leur passe par la tête. C'est leur liberté. Mais moi, en ce qui me concerne, je peux vous assurer que je prends mon temps de vérifier ce que je publie et même ce que je vous dis. Quand je fais une vidéo, de me renseigner, pas juste de me renseigner en faisant un appel comme ça au hasard, si la situation se passe dans un lieu où je ne me trouve pas, non. J'ai la chance d'avoir des personnes à plusieurs endroits. Naza toujours mutobatu. Les gens qui m'appellent Mamagi Balekinga Namukolo. J'ai des gens. Quand j'appelle, et j'ai des gens qui peuvent me donner leur juste. Non, Mamagi, cette information est vraie, cette information est importante. Je ne peux pas m'amuser à faire des publications sur le malheur des gens. Si ce n'est pas vrai qu'on est en train d'attaquer les Kassaïens, pourquoi je vais publier qu'on est en train d'attaquer les Kassaïens? Parce que je veux qu'on attaque les Kassaïens ou parce que je veux qu'on puisse dénigrer nos frères et sœurs du Kivu? Pour gagner quoi? Moi-même, j'ai de la famille au Kivu. J'ai beaucoup d'amis à Bukavu. Beaucoup. Beaucoup. Il y en a qui m'écrivent. Il y en a avec qui on a des projets ensemble. Ils me consultent, ils m'écrivent, je leur réponds, ils m'écrivent, je leur réponds. Il y en a avec qui on s'est déjà vu. Il y en a qu'on s'est même jamais vu. Ils vont juste m'écrire, Mamagi, voilà, je te suis à partir de Bukavu, je suis tel, je suis étudiant, ou je suis un entrepreneur, j'ai mes changes. Des gens m'écrivent, ils font des choses. Je ne m'amuse pas à écrire, non. Mais, puisque ce que j'avais publié, ce n'était pas la réalité sur le terrain, je devais rectifier. Et puis, s'il y a des amis que cette publication-là a choqué, vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne m'assois pas en train de chercher qu'est-ce que je vais publier ou qu'est-ce que je vais écrire pour attirer l'attention, non. Ceux qui viennent sur Facebook pour attirer l'attention, c'est facile. Ce n'est pas en faisant des vidéos comme ça. Vous savez combien de lois j'ai dû relire pour être sûr que je vous dis, quand je travaille, quand je fais mon travail et que je discute avec des amis, j'ai ma position. Je sais de quoi je parle. Mais quand je veux faire une vidéo, je sais qu'il y a des juristes qui vont me suivre. Il y a des amis qui ne sont pas juristes qui vont me suivre. Ça doit être clair pour eux. Donc, je prends le temps, je vais lire mes lois, je vous donne les références. Je vous dis où les trouver. À vos heures perdues, vous pouvez lire. Peut-être qu'il y a un article dont je parlais, mais il y a d'autres articles qui peuvent vous intéresser. Je prends le temps de faire des recherches pour venir vous donner ce que je vous donne. Quand j'écris quelque chose sur ma page, à moins que ça soit ma pensée, parce qu'il arrive aussi que j'écrive ma propre pensée. Peut-être qu'il y en a marre de quelque chose, ou quelque chose me plaît, ça me rend heureuse, j'écris. Mais si c'est vraiment une information que je veux donner, rassurez-vous, je prends le temps de me renseigner. Mais cette fois-ci, mon renseignement n'était pas, sharp. Mon renseignement n'a pas tapé juste. Une personne a été agressée, laissée pour mort, mais moi j'avais eu comme information que la personne était décédée, alors que Dieu merci, il n'en est rien et nous souhaitons qu'il n'en soit rien, que ça continue comme ça dans la paix. Donc je veux encore m'excuser auprès du vieux Mchagaloussa parce que c'est une des personnes qui m'ont écrit pour me faire la remarque, mais est-ce que tu es sûr? Vérifie encore l'information parce que nous on a vérifié, il n'y a personne qui est décédé. Alors j'ai rappelé encore mes amis à Bukavu, j'ai appelé comme 3-4 personnes au petit matin qui m'ont confirmé la même chose. Donc, pour répondre à Louska, faire les vidéos pendant la journée, je vais essayer, mais c'est un peu difficile. Parce que moi-même, je travaille et puis j'ai plein d'autres choses à faire et puis je suis maman. Moi, je fais le soir parce que c'est mon temps. Là, maintenant, je fais la vidéo. Au lieu d'aller regarder la télé où je fais la vidéo, je parle avec vous. Puis la vidéo, je sais que, bon,
Ceux qui ne peuvent pas l'avoir en direct, ils vont l'avoir demain, s'ils ont le temps. Mais bon, on va voir, je vais voir, c'est toujours faisable. Hein. Je vais essayer, si je peux pas, bon, je vais m'excuser que je peux pas, mais je vais essayer. La vidéo, moi, la journée, bon, peut-être un jour de week-end, je vais voir. Et puis, je vais essayer de les faire courts parce que j'ai un problème avec la gestion des temps. Dans les moments, on a vu solo là. Je vais ma solo. Bon, là, je vais vous laisser. Merci beaucoup, chers amis, pour votre temps. Merci, Mireille Moubenga et Nazo Koufa. Je vais aller mettre, augmenter la clim là parce que ça ne va pas. Mireille Moubenga, bonsoir. Merci de te connecter. Merci beaucoup, King Freeman. Ça fait plaisir. Maître Janon Gandou. Yabino Yangoyo. Femim ONGD. Ah. Chers amis, je suis désolée. Hein. Si c'est long, prenez vos applications de vidéo courte. Vous coupez les parties non pertinentes. Mais voilà ce que j'avais pu faire pour qu'on échange un peu. Demain, bon, je vais prendre un défi. Demain ou après-demain, je vais faire encore une autre vidéo. Je veux qu'on parle de la commission électorale indépendante. Il faut que Bandama Solo a saigné. Pour le mouvement, Morezo Salema ya bien té. Mouvement Morezo Salema ya bien té. Photo Bandama Solo ya saigné. Parce que les temps sont mauvais. Bah, ça va mouvement Morezo ya bien té. Nous allons sortir la loi sur la CENI pour vous expliquer qui peut être le président de la CENI. Nulle part, il est dit que les prélats seulement peuvent être les présidents de la CENI. Donc, au tal à Makambo CENI, on a des prêts. Parce que nous avons besoin des élections crédibles dans ce pays-là. Bon, chers amis, bonsoir. Désolé pour ceux qui ont embarqué tard, mais t'as qu'à vie à maman. Bonne soirée à vous tous. Bye.